Bonjour à tous, nouveau CQFR. Théo, il y avait deux matchs, c'était le Game 2 entre Cleveland et Boston et entre Dallas et Oklahoma City. On va commencer par les Cavaliers. Donc les deux équipes qui avaient perdu le match 1 se sont repris, mais les Cavs ont quand même fait super forte impression en battant Boston 118 à 94. Une- Presque parler de démonstration, petite démonstration, avec notamment 29 points de Donovan Mitchell et Cleveland qui reprend l'avantage du terrain, en tout cas qui égalise dans cette série. Et c'est pas facile d'aller gagner à Boston. Ça me rappelle un peu le scénario, en tout cas jusqu'à présent, de la première série des Celtics au premier tour où ils avaient dominé assez nettement Miami dans le match 1 pour finalement se prendre une correction dans le match 2. Et là, c'est le même scénario. Derrière, Boston avait bien réagi. On verra ce que ça donne avec Cleveland. Mais Cleveland, ouais, a fait une très belle impression. Ouais, bah carrément, c'est super belle perf de Cleveland qu'on imaginait se faire frapper par Boston match après match. En fait, ce qui était beau, c'est que Cleveland a très bien débuté. Ils ont eu un début de deuxième carton catastrophique où ils se prennent un 16-3, je crois, et ils se font complètement reprendre par Boston. Et là où ils ont été impressionnants, c'est que derrière, ils ont réussi à repasser devant, retrouver leur sérénité. Et après, je vais pas dire, ils ont pas dominé Boston, mais après, ils ont été relativement sereins en fait. Il y a eu des paniers assez incroyables de Donovan Mitchell avec la planche à 3 points, ce genre de choses, mais derrière, c'est Boston finalement qui était en train de courir au score tout du long. Et d'un point de vue d'organisation du jeu, du côté de Cleveland, il y a des choses vraiment qui ont bougé par rapport au match 1 sur lequel on avait été assez critique. Et c'était vraiment intéressant ce match. Mitchell, il met 29 points, il en met 16 dans le troisième quart-temps. C'est un peu le moment où, tu l'as dit, Cleveland reprend le contrôle du match, creuse l'écart, prend jusqu'à, du coup, c'est 12 points d'avance, si je ne dis pas de bêtises, à la fin du troisième quart-temps. Mais il y a un autre joueur dont j'aimerais parler. Il y a un joueur qui se révèle sur cette série, un jeune joueur, c'est Evan Mobley. 21 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 contres. Et il a été très, très, très précieux sur ce match pour les Cavs. Et il avait Bah, même déjà fait un premier bon match, d'ailleurs. Parce que il avait c'est fait... vraiment sur Ouais, cette série, il est en train de se révéler. non, je suis d'accord, mais en fait, pour moi, ça a été vraiment le joueur qui a fait la différence pour Cleveland. Tu sais, depuis qu'on en parle, depuis plus de 2 ans maintenant, on se dit, bon, bah, défensivement, c'est bien. Par contre, en attaque, il arrive pas à passer un cap. On en parlait un peu en off avec Shai tous les trois. Je vous disais que des fois, sur son footwork, quand il était avec beaucoup de joueurs autour de lui, c'était pas encore tout à fait affiné. Et en même temps, on se dit, il y a tellement de potentiel. Et c'est vrai que, bon, moi, j'étais un petit peu, tu sais, avec ce que fait Bickerstaff, je suis un peu dans le doute en Mm. fait depuis le début. Et là en fait, ce que j'ai l'option numéro un, c'était lui en début de match. Et en fait, tu vois un joueur qui est capable de se révéler, qui a pas peur du moment et qui a des qualités énormes en fait. Et franchement, je pense que d'un point de vue d'organisation du jeu, ce match peut servir de référence pour Cleveland parce que non seulement il était très bon dans le scoring, mais il était très bon à la passe. Une chose qu'on avait beaucoup vu dans sa saison rookie, qui s'était perdu un petit peu parce qu'avec l'arrivée de Donovan Mitchell, bah forcément il avait moins les ballons, il y avait une organisation du jeu qui s'était surtout faite autour de la paire d'arrière de Cleveland. Là, il a été énorme. Et franchement, quand Boston revient au score, c'est aussi parce que, bah, ouais, enfin, c'est facile hein, de critiquer les choix des coachs quand on est dans son canapé, mais c'est vrai qu'il y a une décision qui était un peu incompréhensible de Bickerstaff de sortir à la fois Mobley et Donovan Mitchell sur le début de deuxième quart-temps, et c'est là qu'ils prennent un run monstrueux en fait, parce que bah, ils ont plus protecteur de cercle, ils ont plus non plus bah, son je pense que parler de playmaking n'est pas surcoté sur ce match-là parce qu'en fait, au bout d'un moment, il était tellement agressif qu'il a ouvert des espaces pour d'autres. Moi, je l'ai trouvé vraiment fantastique dans ce match-là. Et bien sûr, on pense au reste de la série, mais moi, je pense à cet été. Il y a des choses à faire avec cette équipe de Cleveland. Je pense encore une fois qu'il y a deux stars qui sont indiscutables, c'est Donovan Mitchell et Evan Et Evan Mobley, Mobley, et ouais. qu'il faut organiser le jeu autour d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de Jarrett Allen forcément. Je pense que la doublette derrière n'est pas forcément viable à long terme, même si là, Darius Garland s'est réveillé un petit peu dans ce match face à Boston. Il a été plutôt bon. Mais en tout cas, il y a vraiment de quoi faire avec cette équipe de Cleveland. Voilà. Ah, mais justement, Garland, ça peut lui profiter aussi justement de pas être la deuxième option. Je pense que c'est trop pour lui, c'est trop de responsabilité pour le niveau de jeu auquel il est aujourd'hui, Darius Garland, tu vois, d'être vraiment le deuxième dépositaire du jeu. Si tu as Mobley, par contre, il y a la question avec Jarrett Allen. Ça peut être un peu ironique de parler de ça après une victoire, tu vois, mais là, Mobley, il a tout l'espace nécessaire. Quand il y a Jarrett Allen, c'est plus compliqué parce qu'il est obligé de jouer dans un rôle. Enfin, il s'est retrouvé jusqu'à présent. Je dis pas il est obligé, mais jusqu'à présent, quand il y avait Jarrett Allen, il s'est retrouvé dans un rôle un peu plus secondaire parce qu'il faut étirer les lignes. C'est pas Jarrett Allen qui va le faire. Donc c'est lui qui se retrouve des fois à jouer un peu au large, à jouer un peu plus en catch and shoot, à pas forcément avoir ce playmaking dont tu parles au poste haut,
Tu vois ce que peut faire par exemple Bam Adebayo à Miami, tu Absolument. vois, un point d'ancrage en tête de raquette. Pour le faire, si toi tu es en tête de raquette, mais qu'il y a un mec qui est 2 mètres plus bas, tu vois, ça, forcément, il y a un agglutinement. Là, d'ailleurs, Mobley, c'est un joueur important dans cette série parce qu'il n'y a pas Kristaps Porzingis en face. Il n'y a Ouais. pas vraiment de protecteur de cercle. Horford est un bon défenseur, mais je pense qu'à ce stade, il jump. Je sais pas, il doit lui rester combien de centimètres de détente à Horford. Donc, en tout cas, il est certainement pas Sur la aussi pointe des pieds, ça aérien. compte ou pas? Genre, à sauter, c'est surcoté, c'est bon. Juste à tendre un peu mes jambes. Mais voilà, donc Mobley, il a un rôle à jouer dans cette raquette et c'est intéressant qu'on le voit là, qu'on le voit dès le match 2 et que ça paye pour Cleveland. Ouais, là, il a pris 2 tirs à 3 points, il en met un sur 2. Le premier qu'il met, c'est un moment important, justement, quand il est en train un petit peu de briller. Tu sens il est en pleine confiance. Ouais, l'avenir va être vraiment intéressant. Je reviens un petit peu sur le match 1. Alors bon, visiblement, on avait été dur avec les Celtics en disant que c'était une honte de se faire plier par Luke Cornett au rebond. Là, Cleveland a corrigé le tir. Au rebond, ils ont gagné la bataille 44 Ouais. à 31. Ils ont vraiment fait les ajustements qui étaient criants, je pense. Enfin, de toute façon, tu joues une équipe comme Boston, c'est ce qu'on s'était dit après le match 1, tu peux pas à la fois laisser des tirs à 3 points et donner des rebonds, parce que sinon tu sais que tu vas te faire tuer. Là, ils ont vraiment contrôlé le rebond et Boston n'a pas réussi à trouver son adresse à 3 points habituelle. Donc c'était scénario un peu idéal pour Cleveland. Il y a des choses qui sont réplicables, je pense, pour la suite. Je dis pas que Cleveland va renverser totalement la série, mais là, ils ont quand même repris l'avantage du terrain. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses intéressantes du côté de Boston aussi, hein. Il y a eu des joueurs qui se sont montrés plutôt à leur avantage. J'ai eu le sentiment quand même que les Celtics arrivaient un peu suffisants en début de Mmh. match. Comme lors Ouais, de la série précédente, quoi. ce qui est pas incompréhensible, mais qui avait, voilà, je pense que honnêtement, tu sais, on peut pour Boston, en fait, je pense que la clé à part de leur défense, si voilà, s'ils se ressaisissent en défense, je pense que ça ouvrira à nouveau tout leur jeu d'attaque, parce que là, ils ont été quand même tenus en dessous de la barre des 100 points. Mais du coup, c'est bien, quoi. Cette série, elle est quand même un petit peu relancée. Et je vais pas en faire des tonnes autour de Donovan Mitchell, mais voilà, c'est quand même un joueur vraiment d'élite dans cette ligue, avec ses qualités et ses défauts, mais là, il est irréprochable dans ce run de playoff. Ouais, tu parlais de l'adresse à 3 points. C'est vrai que les Celtics ont fait 8 sur 35, 22% au tir. Bon, voilà, on sait que c'est une équipe qui se repose énormément sur son tir extérieur. Là, il n'y a pas eu une autre solution qui a été trouvée pour aller marquer des points. Ouais, et puis, Euh, juste pour finir, ouais, c'est vrai que là, à presque 5 minutes de la fin du match, Mazzulla a remballé tout le monde. Bickerstaff en a fait pareil pour les Cavs. Donc le score final, c'est, enfin, voilà, les 5 dernières minutes, il y avait que des remplaçants sur le terrain, quoi. ouais, de toute façon, les coachs savent, hein, à la moindre petite opportunité, des fois, de reposer tes stars. Tu sais que les Ouais. parcours sont longs. Des fois, il faut accepter la défaite et se dire déjà, bon, bah, allez, on se concentre sur le match suivant. Un match plus serré, un peu plus serré, celui entre Dallas et en tout cas au niveau du score entre Dallas et OKC, victoire des Mavericks 119-110. Dallas qui, comme Cleveland, reprend l'avantage du terrain justement en réagissant après sa défaite. Luka Doncic qui avait été limité à 19 points en 19 tirs, cette fois-ci il a mis 29 points, 10 rebonds, 7 passes, il a été beaucoup plus adroit. Et il y a eu un autre game changer dans ce match, c'est PJ Washington qui a mis 29 points en plus de ses 11 rebonds. On sentait dans le match 1, on sentait qu'il y avait un truc à faire avec PJ Washington. Il avait raté quelques tirs, mais tu sentais que lui était à l'aise face à la défense du Thunder. Et là, 29 points, 7 paniers à 3 points. Ouais, c'est clair. Et puis, les deux, en fait, ont été excellents d'entrée de jeu. Je crois que Luka est à 16 points dans le premier quart-temps, quelque chose comme Oui, ça. Et ce c'est qui est ça. vraiment impressionnant avec Luka, c'est que tu vois qu'il est cramé quand même. Et en fait, les débuts de match, t'as le sentiment qu'il est en pleine possession de ses moyens. Et après, à mesure qu'il se prend des coups, il tombe au sol, il se fait mal, là il s'est éclaté la bouche sur le parquet dès le début, tu sens qu'il cloche, enfin qu'il boite de plus en plus, et en fait le rythme de Dallas baisse en fait, le rythme de jeu. Mais ce qui est intéressant je trouve dans ce match-là, c'est qu'il y a eu des moments où ils ont réussi à relancer en fait, ils ont réussi à relancer sur le rythme, et ça change tout pour cette équipe de Dallas, que tu as l'impression parfois que dès la première minute, ils veulent jouer comme si c'était les 2 dernières minutes du match, gérer possession après possession, et là ils ont les joueurs effectivement pour faire ça. Le challenge pour cette équipe des Mavs, je trouve, c'est de réussir à alterner le rythme tout au long et de pas simplement vouloir marcher sur la durée. C'est pour ça qu'un joueur comme PJ Washington, mais comme Josh Green aussi qui a été bon dans ce match-là, comme Derrick Jones n'a pas été très bon en attaque, mais défensivement il a été énorme au rebond, etc. Ces joueurs-là ont une importance énorme parce qu'en fait c'est de tels athlètes
qui te permettent de mettre du jeu de relance sans forcément que Luka soit obligé de courir en fait. Et il y a plein de fois où il fait simplement les passes, tu sais, pour les passes pour lancer le jeu en fait. Et derrière, ça permet à Dallas d'alterner ce rythme. C'était un match vraiment intéressant tout du long. Ouais, passionnant ce match. Je vais te laisser la parole parce que j'ai deux, trois autres trucs sur ce match-là qui m'ont interpellé. Je me demandais quel était ton avis. Yes, bah alors déjà, il y a un truc, moi je voulais souligner l'adresse à 3 points du Thunder. On sait que c'est un truc sur lequel OKC pas vit et meurt avec son adresse, ça serait faux parce qu'il y a une très bonne défense, mais on sait que c'est un facteur important, en tout cas pour le Thunder, de mettre des tirs à 3 points. Là, pour le coup, c'était 10 sur 30. Donc le fait de perdre de 9 points en étant été aussi maladroit à 3 points, alors qu'en face, tu as une équipe qui a mis 18 paniers à 3 points, qui a tourné à 48% à 3 points, je pense que ça peut être perçu comme un signe plutôt encourageant pour OKC. Tu vois, pour le staff d'OKC, Holmgren, par exemple, il a fait 1 sur 6 de loin. Tu peux avoir l'idée de te dire non, mais ça va revenir, on va remettre des tirs à 3 points. Ouais. Non, non, carrément. Après, ce qui était marrant sur le début de match, c'est, tu sais, au début du match 1, on s'était dit, il y a vraiment une différence de style entre Dallas, où tu as deux joueurs, en gros, qui monopolisent le jeu, et OKC, où, je crois, dans les 3 premières minutes, tout le monde avait pris un tir au moins. Et ce qui est marrant, c'est que sur ce match-là, j'ai l'impression que c'était presque l'inverse. Chez Gilgeous-Alexander, enfin, super match. Hein. Il y a rien à reprocher à son match, il est très bon, mais il a été beaucoup plus agressif tôt dans le match. Ça fait que la balle circulait un petit peu moins, alors que du côté de Dallas, tu parlais de PJ Washington, il a bénéficié de belles circulations de ballon en début de match, et j'ai l'impression qu'il y avait comme une petite inversion sur cette entame de jeu. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant du côté des Mavs, c'est qu'ils ont réussi à punir cette équipe d'OKC, même les moments où Luka était pas sur le terrain, en misant justement sur le dynamisme et les qualités athlétiques de leurs joueurs, et la balle a continué à très très bien circuler. Et par exemple, OKC a moins fait de prise à deux tôt sur Luka pour le forcer à se débarrasser du ballon, parce que sur ce match-là, en tout cas, Dallas a réussi à sanctionner systématiquement quasiment OKC quand il faisait ça. Luka trouvait le mec tout seul, qui parfois trouvait le mec tout seul, et ça se terminait par un panier. Tu sens que il y a vraiment eu un travail aussi d'un point de vue stratégique fait par le staff de Dallas, des choses qui ont été ciblées et qui ont parfaitement fonctionné dans ce match-là. Kyrie a lâché 11 passes, et c'est vrai que c'est notamment dans le troisième quart-temps, il y a un moment où le Thunder repasse devant, reprend l'avantage 72-71, quelque chose comme ça. Luka est sur le banc, et le début du run des Mavs se fait sans Luka, justement, dans le troisième quart-temps. Et après, ils prennent jusqu'à 14 points d'avance à son retour, mais il y a un début de run sans lui. Ouais. Ouais, en défendant très fort et en jouant vite, en allant au rebond. Tu parles de Kyrie Irving. Franchement, c'est ce joueur quand même. Qu'est-ce qu'il est étonnant. Alors j'allais dire étrange, mais en fait c'est étonnant parce qu'il a joué comme un role-player dans ce match-là, et il l'a joué à merveille. Et à la fin, il va chercher un rebond offensif extrêmement important. Alors il reste que quelques minutes, c'est vraiment lui qui fait l'effort d'aller chercher le rebond offensif. Et derrière, tu peux te dire, bon, il a été chercher le rebond, il va dire à tout le monde de clear, et puis il va jouer sans conteneur, mais la balle dans le collectif. Il a joué il a fait un match de role-player exceptionnel, concentré en défense. Tu l'as dit, très bon à la passe. Il a été chercher combien, je sais plus, 7 rebonds, un truc comme ça. Je sais plus précisément, non, j'exagère, 3 rebonds. 3 rebonds, J'exagère. mais Mais 2 voilà, offensifs, en fait. Donc ça voilà. peut sembler de suite, tu vois, c'est pas le genre, c'est un mec d'1m90 qui va te chercher 2 rebonds offensifs. Moi, je trouve qu'il fait des playoffs absolument magnifiques, Kyrie Irving. Honnêtement, il avait été impeccable pendant la saison régulière, tu vois, donc on le soulignait, oui. Il n'y a pas eu le. C'est-à-dire qu'on n'a jamais douté de son niveau de jeu. Nous, on craignait qu'il y ait un moment, que sa personnalité, qu'il y ait un truc, tu vois. Et non, il est impeccable, exemplaire. Et là, dans le jeu, honnêtement, sur ces playoffs, absolument magnifique. Il se donne dans l'engagement, dans l'attitude, dans le leadership, le body language, par exemple. Tu vois, évidemment, il y a toutes les actions que tu vois dans les highlights, mais je trouve que quand on regarde, par exemple, le match en entier, sur Kyrie, la manière dont il se comporte, tu te dis, ah ouais, mais ça, c'est le Kyrie, c'est le joueur que tu as envie d'avoir, en fait. Là, je le trouve vraiment, moi, je suis vraiment pas impressionné parce que tu sais qu'il peut le faire, mais je suis séduit. Je suis séduit par le Kyrie Irving qu'on voit depuis le début des playoffs. Non, Et voilà, et puis comme tu le soulignes, en fait, il peut être fort sans mettre 40 points. Et tu sais qu'il y a un match dans cette série où il va mettre 40 points. Genre, tu sais que ça va arriver. Il y a un match où il va se dire, il va comprendre, parce qu'il est ultra intelligent, Kyrie Irving, et son QI basket, qui est d'ailleurs pas souvent souligné.
Mais c'est un excellent. Je sais pas, c'est quand même toujours, je trouve, en tout cas, non, pas toujours, mais depuis quelques années, il s'adapte super bien à ce que l'équipe a besoin de lui. Par exemple, à Brooklyn, je trouve que c'était pas assez souligné le fait qu'il s'est vachement bien mis dans la peau du finisseur, tu vois. Dans la peau du mec de ah bah mon rôle c'est de scorer. Et là, il y a un moment, il va le faire. Je suis totalement d'accord avec toi, et même, c'est ce que j'allais dire, ce que je trouve impressionnant, c'est sa capacité à comprendre ou à voir ce dont l'équipe a besoin Mm. en cours de match. Ouais, En exactement. Ouais. fonction du scénario du match. Alors bien sûr, en préparation du match, il y a un plan de jeu stratégique qui est mis en place, mais là, dans celui-ci, il a senti qu'il n'y avait pas besoin de quelqu'un qui allait monopoliser la balle, entre guillemets, sur de longues périodes. Il a vu que ce qui fonctionnait, c'était de faire bouger le ballon, et il s'est parfaitement adapté, et c'est ce qui permet, je pense, faut souligner aussi Tim Hardaway Jr., on en parlait aussi avant de commencer le CQFR, qui est vraiment un joueur qui est dur à cerner, je trouve, entre les moments où il va être bon ou pas bon. Là, il était excellent dans ce match-là. Je pense qu'il a bénéficié aussi peut-être de ça, d'avoir des tirs peut-être plus, comment dire, ouais, je sais pas, enfin de voir que tout le collectif était pas tourné uniquement autour de Luka, de Kyrie et de Gafford, parce que c'est ça qui continue à être beaucoup alimenté dans la raquette. Mais non, belle victoire de Dallas du côté d'OKC. Ce que j'ai regretté peut-être, mais ce qui est tout à fait normal parce que c'est un rookie, c'est que j'ai trouvé que Chet Holmgren, qui était pas adroit, c'était un peu contenté finalement de prendre des tirs à la périphérie. Ouais. Je suis curieux de voir pour le prochain match, aussi d'un point de vue stratégique, s'il ne va pas y avoir la volonté peut-être de se servir un peu plus de sa palette et de sa taille Peut-être et sa de sa taille, ouais. mobilité. Voilà, parce que Il- défensivement, il était énorme, hein. Il a mis des contres sur des tentatives de dunk assez dingues. Mais offensivement, j'ai trouvé qu'il était cantonné vraiment dans un rôle presque de catch and shoot dans le corner. Je trouvais ça un petit peu dommage. Oui, je pense qu'il peut faire mal à Gafford d'ailleurs, lui, même sur des post-ups, sur plein de situations. Il y a quelque chose à faire avec Holmgren, clairement. On a fait le tour des matchs. Je te propose qu'on parle très rapidement, petite info en vitesse. C'est quand même le renvoi de Frank Vogel euh, juste après le sweep du premier tour. D'ailleurs, ce sweep des Suns, il est légèrement à relativiser quand même quand tu vois ce que fait Minnesota derrière. Je veux dire, ils se sont fait étouffer, ils se sont fait éteindre par une équipe qui est quand même en train derrière d'éteindre les Nuggets. Kevin Durant a quand même dû marquer 27 points par match contre cette équipe des Timberwolves. Donc, il y a quand même. Voilà, ça permet de relativiser un peu. Frank Vogel, après l'élimination, se disait très confiant. Il assurait que qu'il avait la confiance de Matisse Bia, le propriétaire. Au final, il a évidemment sauté. Il y a eu des papiers d'ailleurs entre-temps. Je ne sais pas si tu avais fait gaffe à ça, qui était sorti comme quoi le groupe le respectait pas, le respectait plus. Les joueurs ne l'écoutaient plus. Et du coup, Frank Vogel est viré. Mais ce qui est intéressant, ça, je sais que ça va te plaire, c'est le nom de son potentiel remplaçant. Ce serait Mike Budenholzer. Ouais, j'ai vu ça. Bon, bah. Alors déjà sur le renvoi de Frank Vogel, c'est un peu comme pour le renvoi de Darvin Ham. Je veux bien bien sûr que les coachs ont une part de responsabilité dans les victoires et les échecs de leurs équipes. Après, je sais pas si c'était dans les deux cas, si c'était vraiment la raison principale de l'échec de ces équipes. Tu le disais sur les Lakers, finalement c'est une bonne équipe, mais c'est que c'était quand même pas une grande équipe. On est d'accord, hein. Dans le cas des Suns, je trouve ça presque peut-être encore plus dur pour Frank Vogel, parce que l'effectif était ce qu'il était. Et il y a un moment, faut que les joueurs, faut que les joueurs performent. Je sais pas trop. Finalement, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Antoine. Enfin, parce que nous, on a été plutôt sceptiques depuis le début sur la capacité de cette équipe à pouvoir jouer le titre. On n'imaginait quand même pas se faire sweeper au premier tour. Au bout du compte, quand tu regardes la saison régulière qu'ils ont fait, il y a rien Ouais. d'anormal dans le fait d'être sorti aussitôt, quoi. En fait, si c'est le seul changement, je le comprends pas. Si c'est le seul changement. Le truc, c'est est-ce qu'ils pourront faire vraiment un vrai changement majeur? Pour moi, cette équipe des Suns, c'est depuis le transfert de Bradley Beal. C'est de toute façon, je sais pas si tu te souviens, mais l'an dernier, quand ils font Kevin Durant, moi, je suis optimiste sur les Suns. Je suis en Pareil. mode, non, mais cette équipe, il y a un vrai truc, tu vois, qui est Devin Booker, Kevin Durant. Je me souviens que la série de playoffs contre les Nuggets, je les trouve très, très bons, alors que pourtant, franchement, il y a Chris Paul, je pense qu'il rate des matchs et il doit jouer sur un orteil. C'est Jock Landale, le troisième meilleur joueur de l'équipe. Ouais. J'exagère un peu, tu vois, mais Il avait été bon, ça c'est dit. il a été bon sur cette série et tout, tu vois. Et je me dis, mais ils ont DeAndre, tu vois, il y a un truc, quoi. Il peut se passer quelque chose. Le moment où ils se saignent tous complètement pour faire Bradley Beal et que là, tu n'as plus rien autour. Là, tu vois, j'y croyais plus du tout. Je me souviens, on avait fait un podcast, on disait non, mais ils gagneront pas, tu vois.
Après, il y a des moments pendant la saison où je les ai pas trouvés mauvais, mais Frank Vogel, qu'ils ont d'ailleurs signé pour 5 ans et 31 millions de dollars, hein. C'est quand même encore un coach qui se fait virer. Les Suns sont partis pour payer cher 2 coachs. Ça me fait penser aux Bucks. Honnêtement, l'effectif est pas ouf, mais je trouvais qu'il n'y a jamais eu une identité de jeu, quoi. Si je peux quand même. Après, ouais, c'est compliqué, hein, mais je trouve ça a jamais pris. Et si derrière, après, quand je lis, tu vois, voilà, que Bill, Durant, Booker, enfin que les joueurs le respectent pas, je me dis, bon, faut que ça change. Mais si c'est le seul changement, tu peux même mettre Budenholzer ou Phil Jackson, hein, les mecs, enfin, à un moment, ça va être compliqué, quoi. Il y a du talent, mais enfin, la rotation, c'est dur. Comment tu fais vivre un backcourt Bill Booker? Donc, tu n'as pas de meneur. Les deux, ils ont besoin du ballon. Et en défense, c'est trop compliqué, quoi. C'est trop petit. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que à ce stade, on en revient à Kevin Durant parce que voilà, d'un point de vue historique, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Je dis pas que c'est le meilleur joueur aujourd'hui, mais je pense que Kevin Durant est à un stade de sa carrière où il peut pas rayonner comme il le faisait par le passé. Et par conséquent, c'est-à-dire que en fait, tu as tes trois stars, tu leur dis écoutez, vous allez jouer ensemble. Il y a des moments du match où vous allez être la star. Mais le reste, il va falloir que vous fassiez une partie du job que les autres faisaient en fait dans les équipes dans lesquelles vous étiez. Et que vous le fassiez à un niveau élite en fait, un niveau de role player élite. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas juste te Ouais. permettre d'être un mauvais Royce O'Neal quand Royce O'Neal est sur le banc en fait. Faut que tu sois au moins Royce O'Neal, de moins dans. Enfin, j'exagère, Ouais, non, mais aucun c'est des deux ça, va mais être si. le même niveau défensif, mais il faut que tu sois au moins 80% de Royce O'Neal pour que ça marche en fait. Et quand tu as la balle et quand le jeu vient vers toi, bah là tu peux te contenter d'être Bradley Beal, KD ou d'être Devin Booker. Et en fait, telle que l'équipe est construite, ou c'est reconstruite à court terme, même si tu vois, j'ai dit Royce O'Neal, mais c'était une bonne pioche en fait. J'ai trouvé que c'était bien de le prendre. Mais au bout du compte, tu te rends compte que cette équipe, elle a pas assez de bons two-way players en dehors de ces trois stars. Et qu'il faut du coup que ces stars fassent plus de sale boulot en fait si tu veux que ça fonctionne. Donc si respecte pas le coach, eh ben ok, bah, dans ce cas c'est le coach qui saute, c'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire Vogel il va prendre son argent et rebondira quelque part. Ouais. Il savait aussi que c'est la loi du truc. Mais par contre, je suis pas sûr non plus que ce soit le fait de changer le coach qui va changer la donne du tout au tout si l'effectif reste pareil. Ils auront tous un an de plus. C'est tous, enfin, il y en a 2 des 3 qui sont quand même souvent blessés. Il y en a un qui est enfin, je suis désolé, qui est sorti de son prime et qui se rapproche petit à petit. Je dis pas que Keddy est sur le point de prendre sa retraite, mais il se rapproche petit à petit de la fin. Il y a du boulot à faire, hein, et il n'y a pas beaucoup de matière pour faire le job. Le pire, c'est que tu sais que Bill, il a toujours son droit de veto sur un trade. Oui, bien sûr, c'est pour ça. C'est Et pour ça. déjà, sa valeur, elle a baissé de dingue. Merci aux Wizards, hein. Franchement, l'agent de Bradley Bill, il mérite une statue devant la maison de Bradley Bill. Tu sais, il y a son portrait dans les bureaux des autres agents, en fait. Et quand il y a un junior qui vient dans la. Enfin, tu vois, lui c'est celui Le- qu'on respecte. Lui, c'est notre dieu à tous. Parce qu'en fait, Bill, tu sais, c'est le mec que tu as le plus. Enfin, tu vois, ils vont pas refourguer Booker et tu peux pas refourguer Durant, mais s'il y a vraiment Et le truc, c'est que dans l'idéal, Bill, là, s'il jouait sixième homme, tu sais, ça Ah serait, bah. ça serait génial. Mais un sixième homme, je sais pas, il touche quoi, 45 ou 50 millions? Je sais pas à combien il est, Bradley Bill. Tu vois, mais tu vois, c'est compliqué. Ton sixième homme, il coûte jamais autant de thunes, quoi. Franchement, non. Après, ils seront compétitifs aussi longtemps qu'il y a les trois. Tu vois, ça sera quand même. T'as quand même du talent, tu vois. Les mecs, ils vont faire les playoffs, a priori. Sachant qu'ils sont pas passés loin de faire le play-in, quand même. Mais ils vont Hmm. payer 200 millions là, l'an prochain pour l'effectif, quoi. Ça, tu peux Ouais. mettre. Ouais. Puis là, c'est Il a parti pour un 50 moment parce que millions, si Bill. tu dis il y a du talent, mais il y a du talent plus jeune aussi à côté d'eux. Regarde les Wolves, regarde Ouais, même bah les oui. Nuggets qui sont quand même un peu plus Le jeunes. Thunder, Regarde les le Mavs. Thunder, regarde les Kings qui étaient qui étaient très bons l'an dernier. Et tu dis, bah, ça se trouve, ils font un trade où ils changent quelque chose. C'est quand même leur cœur d'équipe est plus jeune. La Les conférence Ouest, Pelicans avec c'est. Zion. Eux, les Si Pelicans, Zion, exactement. il est en forme. Enfin, C'est quand même un sacré coupe-gorge, donc ouais, non, je sais pas. On en reparlera plus en longueur, je pense, hein, ouais. ça vaudra le coup de faire un truc sur les Suns, mais bon, bah écoute, en tout cas, je pense que le contrat du prochain coach des Suns, il va être blindé, hein. Je peux te dire de clauses et de ouais, mais si je suis viré avant le 15 décembre, vous me devez 2 ans de plus sur ma location de Lexus ou des trucs comme ça. Je pense qu'il va être. Faudra bien lire toutes les notes de bas de page. Yes. Bon, écoute, Théo, on se retrouvera. Enfin, on aura le podcast du samedi ensemble. On va répondre aux Ouais, questions de nos auditeurs. Donc, ça, vous pourrez retrouver ça demain sur la chaîne. Il y aura aussi le Hoop Culture ce week-end.
Et puis pour les amateurs de CQFR, lundi, on sera là au rendez-vous pour débriefer ce qui s'est passé le week-end. Donc d'ici là, bonne journée à tous, force à tous. Ciao, ciao. Ciao.